Vladimir Poutine était chef du FSB, les services secrets héritiers du KGB. Il est désormais le nouveau Premier ministre russe, pressenti par le président et mieux encore, candidat désigné à la succession de Boris Yeltsin. En 2004, il est réélu avec 71% des voix. Durant ces 2 mandats, le PIB russe double, la croissance est dopée par la remontée des cours du gaz et du pétrole. Les réformes se multiplient, fiscalité, retraite, éducation, agriculture, santé, l'heure est à la modernisation du pays. Eh bien, c'est le seul qui ait été capable de nous garantir une vraie stabilité. Je ne suis pas un fan absolu du personnage, mais concrètement, à part lui, je ne vois personne d'autre capable d'être à son poste. Une promesse qui a été faite par Vladimir Poutine dès son arrivée au pouvoir, donc il y a 24 ans maintenant, qui est la promesse de stabilité et de prévisibilité. Il est 4 heures du matin à Paris, 6 heures à Moscou, quand Vladimir Poutine prend la parole pour déclarer la guerre. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. L'Ukraine s'est réveillée ce lundi matin sous les bombes. Une vague de bombardements d'une ampleur inégalée depuis des mois a touché le pays, dont la capitale, Kiev, où au moins une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues. Depuis plusieurs années déjà, on observe un mouvement dans le discours du pouvoir qui, je dirais, a remplacé le message de « enrichissez-vous, vivez tranquillement et laissez-nous gouverner » par un discours sur la menace extérieure. В России практически не осталось независимых российских журналистов. Но в этом году стало понятно, что работать в стране опасно и иностранным журналистам. Rassemblés sur la place Pouchkine à Moscou, ces manifestants sont soudainement arrêtés par la police russe. Les forces de l'ordre souvent violentes qui n'hésitent pas à charger la foule. Des centaines de drapeaux russes agités sur la place rouge pour marquer le triomphe de Vladimir Poutine réélu pour un 5e mandat. Les 2 tiers de la population n'ont jamais mis les pieds en dehors de l'espace post-soviétique. Et quand à la télé, on leur dit que dans les pays scandinaves, le mariage entre les hommes et les animaux vont bientôt être autorisé, quels moyens aurait-il de le confirmer ou de l'infirmer? Et ils sont volontiers sujets à ce type de propagande. Anna Colin-Lebedev, je suis enseignante-chercheuse en sciences politiques, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre et je travaille sur les sociétés post-soviétiques, essentiellement la Russie et l'Ukraine. Il est vrai que notre analyse du pouvoir russe passe aujourd'hui principalement par la figure de Vladimir Poutine. Pour une partie, ça correspond effectivement à une certaine manière d'exercer le pouvoir que l'on observe en Russie, à savoir un pouvoir extrêmement vertical, personnaliste, basé sur une allégeance personnelle pour une grande partie, et puis sur une distribution de ressources sous forme de pyramide, où chacun en fait est dépendant de quelqu'un placé plus haut et bienfaiteur pour les personnes qui sont en dessous de lui. Mais précisément, alors nous avons la figure de Vladimir Poutine qui occupe une place centrale et visible et qui, je dirais, sert de garant de cette distribution de positions et de ressources. Mais en dessous de lui et autour de lui, il n'y a pas seulement une vingtaine de personnes qui représentent les cercles du Kremlin. Il n'y a pas seulement les forces de l'ordre et ce qu'on appelle les ministères à épaulettes qui ont pris énormément de place. Il y a un pays. Il y a un pays qui est officiellement une fédération, même si de fait et le pouvoir s'exerce de manière très centralisée, qui avec des autorités locales, avec 140 millions d'habitants, 11 fuseaux horaires, et je dirais que pour comprendre en réalité la manière dont est gouverné le pays dans son ensemble, c'est bien évidemment insuffisant de se poser la question de Vladimir Poutine et de ce qu'il apporte à sa population. Ce qu'il est important de comprendre, c'est comment marche le système. Et non seulement, je dirais, la manière dont il va réprimer les potentielles oppositions ou arrêter les mécontents, mais aussi et surtout la manière dont il va créer de la loyauté, de l'allégeance, les règles qu'il va fixer et les raisons pour lesquelles les gouvernants à différents niveaux, en partant du chef de village, en remontant jusqu'au gouverneur de région et puis au ministre, eh bien, va s'inscrire dans le système pour exercer le pouvoir. Ce régime politique repose,
je dirais récemment, sur une grande partie de répression, mais jusqu'alors, sur complètement une dynamique complètement différente, une dynamique double. D'une part, une distribution de ressources. Par ressources, on entend à la fois, par exemple, pour les chefs d'entreprise, eh bien, les rentes des entreprises qui ont des contrats avec l'État, pour les personnes qui sont engagées dans par exemple, dans l'exportation des hydrocarbures et le commerce des hydrocarbures, les rentes financières liées à ça. Pour le Russe ordinaire, la ressource, ça va être les versements sociaux qu'il reçoit de l'État, mais pour le petit entrepreneur, ça va aussi être le fait d'être en bonne relation avec la municipalité du village qui lui permet de conduire ses affaires correctement. Donc, il y a une distribution véritablement monétaire, permise aussi par cette spécificité de l'économie russe de tirer une bonne partie de son budget de la vente des matières premières et des hydrocarbures. N'oublions pas la distribution de places de pouvoir, c'est-à-dire que c'est l'État à différents niveaux qui va décider qui va se retrouver dans des positions où non seulement, je dirais, on a un bon revenu, mais on a aussi la possibilité, de prendre des décisions et puis de toucher des pots de vin aussi, de distribuer des autorisations, d'avoir une puissance, chacun à son niveau. La deuxième promesse qu'a fait le pouvoir poutinien et qui a servi de base en fait à son fonctionnement, c'est la promesse de stabilité et de prévisibilité qui contraste avec ce que les Russes ont connu, notamment dans la décennie qui a suivi la chute de l'Union soviétique, les années 1990. Le pouvoir a promis aux Russes sous Poutine, à la fois de maintenir un certain ordre, que les règles soient connues, que les règles soient partagées, que l'État joue un rôle central dans l'application de ces règles. Ça ne veut pas dire que ces règles correspondent à un État de droit, mais en tout cas, elles étaient connues, maîtrisées, anticipées, et que surtout chacun, en fait, pourrait vivre sa vie privée, vivre sa vie professionnelle, se construire des projets d'avenir pour lui-même et pour ses enfants, en anticipant à peu près ce qui arriverait, ce qui, je dirais, dans le contexte post-soviétique, n'était pas forcément gagné et n'était pas forcément garanti. Et je dirais que les Russes ont énormément tenu à la fois à cette amélioration du niveau de vie que les années poutiniennes ont effectivement apporté, mais aussi ont énormément tenu à cette stabilité qui apparaissait comme immuable et qui faisait que quand on leur parlait du changement, ils se disaient, bon, le changement, est-ce qu'il y a un risque en réalité qu'il soit une déstabilisation, qu'il amène éventuellement à un chaos comparable à ce qu'ils avaient connu auparavant? Est-ce qu'il n'était pas préférable finalement de s'accommoder avec un système qui avait des défauts, mais qui néanmoins était connu, stable et prévisible? En réalité, depuis plusieurs années déjà, on observe un mouvement dans le discours du pouvoir qui, je dirais, a remplacé le message de « enrichissez-vous, vivez tranquillement et laissez-nous gouverner » par un discours sur la menace extérieure. Et notamment depuis le milieu des années 2000, on voit monter et s'accentuer surtout à partir de 2014 et de l'entrée en guerre contre l'Ukraine, qui ne démarre pas en février 2022, mais qui démarre en réalité avec l'annexion de la Crimée. Depuis ce moment-là, on a à ce discours de stabilité et de prospérité s'ajoute un certain discours de la menace. L'idée que la Russie est assiégée, entourée de forces hostiles qui cherchent à la fois à l'humilier, à diminuer son influence sur la scène internationale, et que ces forces hostiles, elles seraient du côté de l'Occident. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, le discours de la menace a bien évidemment totalement a gonflé au point d'occuper quasiment la totalité de l'espace public et de l'espace politique. On parle d'un Occident hostile, on parle de la Russie comme dernier rempart des valeurs traditionnelles. On parle d'une volonté de l'Occident d'annihiler la Russie, dont l'Ukraine ne serait où l'Ukraine ne jouerait le rôle que d'un outil, d'un objet en fait aux mains des puissances occidentales, qui serait utilisé comme une arme contre la Russie. Donc on a, je dirais, un changement de discours et un changement de légitimité du pouvoir. Cependant, on constate quelque chose d'assez surprenant en réalité. On s'attendait à ce qu'à partir de février 2022, le pouvoir abandonne complètement
ce contrat social passé avec la population pour mobiliser la population russe dans la guerre. C'est un peu ce qu'on semble percevoir vu de l'Occident, mais en réalité, quand on regarde de plus près la manière dont fonctionne la société russe et la manière dont le pouvoir s'adresse à la société russe, on observe quelque chose de très différent. En réalité, le pouvoir cherche à jongler entre les deux, à trouver un équilibre en réalité impossible à trouver. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque en septembre 2022, Vladimir Poutine déclare qu'une mobilisation militaire doit avoir lieu et que donc des civils vont être enrôlés du jour au lendemain et envoyés de force sur le front, des civils sans préparation militaire, des civils qui n'avaient pas du tout prévu ça pour dans leur projet de vie, ça crée une immense inquiétude dans la population russe et pas du tout l'adhésion patriotique que l'on a pu décrire. Oui, cette adhésion, elle a lieu chez une partie de la population, essentiellement d'ailleurs la partie qui ne risque pas d'être concernée par la mobilisation. Mais chez les hommes qui devraient en fait se lancer et s'engager pour combattre l'Occident décadent et pour combattre l'Ukraine, ce que l'on a senti dans cette clash d'âge et puis dans les gens qui les entourent, c'est une volonté de défection, une immense inquiétude, un sentiment de désorientation. Et à partir de ce moment-là, en fait, le pouvoir qui a essayé de terminer cette première vague de mobilisation aussi vite que possible, on sent un pouvoir russe qui cherche à minimiser la présence de la guerre pour les Russes dans l'espace public et dans leur vie quotidienne. Par quoi est-ce que ça passe ? En dépit de ce que nous pouvons voir en fait dans les extraits des médias qui sont diffusés dans nos médias à nous, on parle le moins possible aux Russes de la guerre dans l'espace public, dans les grandes villes qui sont celles où il y a le plus de gens susceptibles de protester et d'être inquiets, les bannières et les slogans parlant de la guerre sont le moins présents possible. Les restaurants, cafés, événements culturels fonctionnent le plus normalement possible, en dépit de nombreuses personnes qui ont quitté le pays. Si les concerts ont lieu, un certain nombre d'artistes ne sont plus là pour assurer les concerts et ils sont très vite remplacés par d'autres. Et par exemple, dans la campagne présidentielle qui vient d'avoir lieu, les faux opposants à Vladimir Poutine, ceux qui étaient les 3 autres candidats qui étaient censés représenter l'opposition, ont fait en sorte de parler le moins possible de la guerre. Les débats, les échanges de la campagne électorale ont été consacrés à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, à la culture. Il y avait un petit échange consacré à l'opération militaire spéciale, mais qu'on a emballé très vite et que d'ailleurs pas grand monde n'a suivi à la télévision. Et même Vladimir Poutine lui-même, qui à titre personnel en réalité est quasi exclusivement centré sur la guerre, a fait en sorte de rendre la guerre la moins présente possible dans ses déclarations publiques. Et puis l'État distribue aussi de l'argent aujourd'hui aux Russes ordinaires, et notamment aux Russes ordinaires qui s'engagent dans la guerre. On ne réalise pas assez en fait le niveau de pauvreté et d'inégalité qui peut exister en Russie. La pauvreté est extrêmement importante. On l'estime entre 11 et 14% selon la manière dont on calcule le nombre de Russes vivant sous le seuil de pauvreté. Elle est surtout très présente dans les régions qui recrutent le plus massivement les combattants. Et lorsque la solde promise aux combattants fait 4 fois, 5 fois, voire 10 fois la somme qu'ils ont l'habitude de toucher, plus toutes sortes de primes qui s'y ajoutent, données par les autorités régionales, données par les autorités municipales, ce sont des véritables fortunes que certains Russes ont la sensation de percevoir grâce à la guerre. Des fortunes qui leur permettront de faire quoi ? Qui leur permettront de rembourser le crédit de leur appartement, payer les soins médicaux qui, quand ils sont gratuits, sont insuffisants pour un parent âgé, se désendetter, résoudre tout un tas de problèmes. Lorsque l'Union soviétique s'effondre, il faut bien comprendre ce que les citoyens perdent. Ce qu'ils perdent, c'est pas seulement un régime, mais c'est pas seulement un régime répressif. Je dirais que c'est un régime qui était déjà devenu moins répressif dans la mesure où la liberté de la parole et la critique de pouvoir avaient été possibles depuis plus de 5 ans. On a des réformes de l'Union soviétique qui ont été lancées au milieu des années 1980. Donc, lorsque en 1991 l'Union soviétique disparaît,
On est déjà dans un autre type d'État et dans un autre rapport au pouvoir. Mais ce qui disparaît surtout, en fait, c'est d'une part des règles qui paraissaient très évidentes de fonctionnement de la société. Qu'on était par exemple salarié, qu'on touchait un salaire. Désormais, on est peut-être salarié d'une entreprise privatisée qui n'a plus de contrat. On est peut-être salarié d'un service public et on ne touche plus de salaire. On est peut-être licencié parce que voilà, l'endroit où on travaillait n'a plus aucune pertinence et on cherche à trouver sa place. Ce qui disparaît aussi, c'est la sensation de sa propre utilité. Le monde du travail soviétique était construit sur des logiques tout à fait particulières, qui n'étaient pas des logiques de marché. Et il y a beaucoup de gens, en fait, dont tout simplement le contenu du métier a disparu ou est devenu caduque ou est devenu absolument inutile dans une condition de marché capitaliste qui s'installait et qui ont perdu, je dirais, le sens de leur utilité sociale, qui était une dimension importante. Ce que les gens perdent aussi, c'est très clairement le niveau de vie pour la plupart d'entre eux. On a une inflation galopante, les salaires ne sont pas payés ou ne valent plus rien, les gens sont parfois payés en nature, les retraites en fait ne permettent absolument pas aux personnes âgées de survivre alors qu'elles ont espéré toute leur vie en fait pouvoir se reposer au moment de leur retraite. Ce qu'ils perdent aussi, c'est une série de valeurs. On pense à l'idéologie soviétique, mais en réalité, c'est pas tout à fait à ça que les gens pensent. Les gens, ils pensent à une certaine perception de la justice sociale, l'idée d'une société égalitaire, l'idée d'une société méritocratique, qui étaient souvent des façades en fait à l'époque soviétique, mais qui néanmoins, je dirais, était quelque chose que l'on pouvait transmettre à ses enfants et des valeurs dans lesquelles, un certain nombre de Russes se reconnaissaient. Qu'est-ce qu'on a en échange ? Ce qu'on a en échange, c'est effectivement cette introduction de l'économie de marché qui va être une catastrophe pour certains et une aubaine pour d'autres. Il faut bien se dire que s'il y a une masse importante de Russes qui s'appauvrissent considérablement et brutalement et vivent ce qu'ils n'avaient pas connu, à savoir la misère, il y a un autre groupe de Russes qui est tout aussi important, qui va s'enrichir, qui va profiter de ces affaires, qui va se mettre à consommer, qui va développer des entreprises à succès. Alors certains vont devenir des oligarques en s'appropriant des actifs de l'État, mais d'autres vont tout simplement rentrer dans une économie tout à fait ordinaire, ouvrant des magasins, ouvrant des restaurants, mettant en place des services, développant des choses qui n'existaient pas en Union soviétique auparavant. Donc, vous voyez, ces années 90 sont ambiguës. Elles sont ambiguës aussi au niveau politique. D'un côté, on gagne considérablement en liberté de parole. Les médias se développent, la critique du pouvoir devient possible, et d'ailleurs tout le monde critique le pouvoir autant qu'il le peut. Des institutions politiques concurrentielles sont mises en place, mais en même temps, je dirais, ces institutions n'ont jamais montré le meilleur d'elles-mêmes. Les partis ont immédiatement été appropriés par des personnalités politiques qui en ont fait des espèces de machines à gagner de l'influence sur le pouvoir. La décision politique s'est retrouvée accaparée aux mains des grands acteurs économiques que l'on a appelés les oligarques, qui ont essayé de bouger les pions politiques à leur service. Et je dirais, les Russes n'ont jamais eu la possibilité de voir l'amélioration que pouvait apporter un système démocratique. Ils n'y ont pas vu un système plus juste de gouvernement et de gestion du pays par rapport à ce qu'ils ont connu auparavant. Et donc, je dirais, autant leur attachement effectivement aux médias libres a pu se maintenir, leur attachement à ces institutions politiques dont ils n'ont pas vu le meilleur, n'était pas très grand. Et puis, il y a eu cette chose qui a vraiment marqué, je pense, les Russes, c'est la montée de la criminalité dans ces années 1990. Une criminalité liée au développement du monde des affaires, mais une criminalité due aussi en fait à une certaine mise en retrait des forces de l'ordre. Les Russes avaient parfois l'impression que l'État disparaissait, qu'on était dans une sorte de Far West, la loi du plus fort, ce qui était très différent en fait de ce qu'ils avaient connu à l'époque soviétique. Donc ces années 90 ont été absolument brillantes pour certains. Elles ont été des années aussi d'ouverture où les gens ont beaucoup voyagé, ils ont découvert d'autres pays, ils se sont projetés à l'étranger. Et puis elles ont été des années assez traumatiques pour d'autres. Et en réalité, lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir, il arrive certes avec une promesse de rétablissement de l'ordre, mais c'est pas un rétablissement de l'ordre tel qu'on l'imagine vu de 2024. En 2020, cette promesse, c'est l'État va revenir. Les règles vont être appliquées. Et lorsque Vladimir Poutine parle de la verticale du pouvoir, il va dire, le pouvoir ne va pas se diviser entre
petits seniors locaux sur place, la loi va fonctionner et en fait, il va falloir recentraliser tout ça. Et je pense que ça correspond effectivement aux aspirations d'une série de certains groupes dans la population russe. Poutine ne renonce pas à ce moment-là ni à l'économie de marché et au contraire, il présente ça comme des conditions d'un très bon enrichissement pour une grande partie des Russes et puis d'une vie meilleure pour d'autres. Poutine ne renonce pas au début non plus, en réalité, aux libertés publiques. C'est-à-dire que son musellement de la vie politique et son musellement du paysage médiatique et des ONG sera mis en place très progressivement, étape par étape, je dirais, dans un premier temps de manière presque indolore. Il me semble que le pouvoir poutinien, qui est en place depuis plus de 24 ans maintenant, a échoué à remplir un certain nombre d'objectifs qu'il aurait rapprochés en termes de niveau de vie et de mode de vie de ces sociétés occidentales. L'éducation connaît de grands problèmes, le système de santé connaît de grands problèmes, les infrastructures routières, les styles de vie, le confort urbain et les 3/4 de Russes vivent dans des villes sont très loin d'être au niveau, je dirais, du niveau de bien-être qui était espéré par les Russes au moment où l'Union soviétique s'effondre. Et de cela, je dirais, le pouvoir ne peut blâmer que lui-même. Et Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un de nouvellement élu qui pourrait dire « tous ceux qui étaient là avant moi ont échoué à rendre le pays prospère, désormais je vais y arriver ». Ça fait un quart de siècle qu'il est en place. Toutes les qualités et tous les défauts du pays lui sont imputables. Et donc ce qui n'a pas été développé lui est imputable également. Et à mon sens, l'accent qui est mis de plus en plus sur la question de la puissance, sur le retour à l'idée d'une puissance y compris militaire, de l'influence internationale, l'accent mis sur la grandeur du pays, non pas en termes de prospérité, mais en termes de capacité à faire peur, est aussi une manière de compenser ce que le pouvoir russe n'a pas réussi à offrir à sa population. Un bien-être matériel qui faisait partie et qui continue à faire partie de leurs préoccupations les plus importantes. Alors certes, le versement d'argent est là, l'enrichissement de certains est là, mais pour tout ce qui relève des services publics, par exemple, eh bien, l'État a continué à être défaillant. 25 ans après l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, il continue à parler de l'absence des toilettes publiques, pas publiques, mais des toilettes à l'intérieur des écoles primaires et secondaires dans certaines villes de Russie, qui sont encore extrêmement nombreuses, ou de l'état de délabrement de ces mêmes écoles. Ce pays très riche, qui tire énormément de ressources de ses exportations, eh bien, n'a pas été capable, en 25 ans, à résoudre le problème de l'eau courante dans la totalité des écoles et d'écoles qui ne soient pas insalubres pour ses enfants. Voilà, le discours de la grandeur est là aussi comme un pansement destiné à masquer ce problème et destiné aussi à pointer la spécificité de la voie russe qui ferait que la Russie ne ressemblerait pas à d'autres pays. Cependant, au niveau des pratiques, me semble-t-il, les Russes continuent à se tourner non pas vers la Chine, non pas vers les nouveaux amis de la Russie, mais vers ce qui leur est le plus familier et vers des styles de vie, des modes de consommation, des produits culturels qui continuent à être, alors pas uniquement occidentaux, ils sont bien évidemment locaux, mais disons les références sont des références qui les rapprochent du monde occidental. Et l'hostilité à l'égard de l'Occident me semble être une hostilité à l'égard des États, dont les Russes pensent véritablement qu'ils sont hostiles à l'égard de la Russie. Et par exemple, les sanctions que l'on met en place ne font que les confirmer dans cette idée d'hostilité. Mais l'hostilité ne va pas vers les sociétés et les modes de vie. Les Russes ont la sensation plutôt d'une injustice, qu'on les a privés de quelque chose, d'une chose à laquelle ils avaient droit. Ils croient volontiers le pouvoir politique lorsqu'il dit que c'est la faute des Occidentaux. Pourquoi est-ce qu'ils croient volontiers leur pouvoir politique ? Eh bien, parce que pour une grande partie d'entre eux, ils n'ont jamais eu la possibilité de quitter leur pays et de voyager à l'étranger. Aujourd'hui, vous avez à peu près un tiers des Russes
qui dispose d'un passeport document de voyage pour les pays où on a besoin d'un passeport et d'un visa pour se déplacer. Certes, les Russes ont pu voyager dans leur voisinage et certains d'ailleurs n'ont jamais quitté leur région ou jamais quitté le pays, mais les 2/3 de la population n'ont jamais mis les pieds en dehors de l'espace post-soviétique. Et quand à la télé, on leur dit que dans les pays scandinaves, le mariage entre les hommes et les animaux vont bientôt être autorisé, quel moyen aurait-il de le confirmer ou de l'infirmer? Et ils sont volontiers sujets à ce type de propagande. Il est difficile à dire en réalité quel poids aurait pu avoir Navalny dans la société russe si la compétition politique avait été libre et ouverte en Russie. Par exemple, lorsqu'il se présente aux élections municipales à la mairie de Moscou, qui sont modérément falsifiées, mais pas trop falsifiées, on constate qu'il a un score qui dépasse les 20%, alors qu'il était un illustre inconnu peu de temps auparavant, et que donc, voilà, il a un message qui peut porter si la compétition politique est ouverte. Mais Alexei Navalny n'a jamais agi dans des conditions de compétition politique ouverte. Il a été empêché tout au long de son action d'être admis dans les arènes où il aurait pu être élu et occuper une place dans l'espace politique. Néanmoins, dans ces conditions-là, je dirais, il a été plutôt largement connu et reconnu, mais n'a pas forcément bénéficié d'un capital de sympathie très important. Pourquoi ? D'une part, parce que le message qu'il portait, qui était le message de la lutte contre la corruption, était à la fois effectivement assez porteur quand on regardait ses vidéos et qu'on voyait les palais, les appartements, les richesses possédées par les élites politiques, alors que beaucoup de Russes vivaient dans la pauvreté. Mais en même temps, je dirais, ça rentrait dans une vision du pouvoir qui relevait du sens commun des Russes, qui se disait tout le monde vole, on sait que tout le monde est corrompu et que tout le monde vole, et au moins ceux que nous avons au pouvoir maintenant, ils ont déjà volé et peut-être qu'ils en ont assez et qu'ils voleront pas plus. Alors que des nouveaux qui arrivent, Navalny ou pas, ils voleront, ils recommenceront à voler et le cycle va se répéter. Vous avez cette idée-là qui rendait ces idées, je dirais, peut-être moins porteuses pour les Russes ordinaires. Et puis, je pense que l'un des grands succès du pouvoir poutinien a été de changer la représentation de ce qu'était le pouvoir politique. L'idée que Poutine a cherché à promouvoir, y compris via des manipulations de la législation sur les partis politiques et de la législation sur les élections, c'était que le pouvoir était un manager qui était là pour gérer le pays. Et que l'idée de la concurrence, en fait, était incongrue si le pays était moins géré. L'alternance était plutôt une mauvaise chose dans la mesure où elle pouvait tendre à remplacer quelqu'un qui gérer très bien le pays, apporter de la richesse aux citoyens, apporter du bien-être aux citoyens, par quelqu'un qui finalement ne faisait que critiquer et qui peut-être apporterait la ruine et le chaos. Discréditer l'idée même de l'alternance politique comme bénéfique pour le développement du pays a été un des grands succès du système. Et par exemple, Vladimir Poutine, tout au long de ses années au pouvoir, s'est refusé à faire campagne. Car faire campagne, c'est faire quoi ? C'est admettre qu'on a un projet et qu'à ce projet peuvent être opposer d'autres projets politiques. Il a toujours refusé les débats, il a toujours refusé des rencontres ou des échanges avec d'autres candidats où précisément il pourrait être contredit en imposant la vision de « regardez-moi, je suis là, je connais le pays, vous vivez mieux, au nom de quoi voudriez-vous changer ?»